Il nous arrive parfois d'assister à une scène. Une personne que l'on connaît ou non semble soudain ne plus être elle-même. La voix change, les gestes deviennent brusques. Ce moment où quelqu'un semble emporté par quelque chose de plus fort que lui. Et si ce que l'on appelle une crise d'hystérie n'était pas une perte de contrôle gratuite, mais l'expression extrême d'une tension intérieure devenue insoutenable. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Question d'existence. Ce soir, nous cherchons à comprendre ce qui se joue réellement dans ces moments où le corps et l'esprit semblent se dissocier. Pour en parler, nous recevons un psychologue, Monsieur Emmanuel Kwama. Bonsoir Monsieur Kwama. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci. Et merci pour votre disponibilité. Merci. D'accord, Monsieur Kwama, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que l'hystérie. Du point de vue psychologique, qu'est-ce que les crises d'hystérie? Bon, pour commencer, je peux dire que les crises hystériques, ce sont des crises spectaculaires qui se manifestent par des cris, des transes, des courses-poursuites, et souvent sans raison fixe. Parlant de crise d'hystérie, le terme est dépassé et actuellement, on parle de troubles somatoformes ou troubles de conversion. D'accord, troubles de conversion. Donc, n'est-ce pas mieux qu'on utilise le terme ou bien vous préférez crise hystérique? Oui, on peut utiliser crise hystérique parce que le terme clinique existe toujours. C'est vrai que sur les manuels, il y a eu cette transformation et la dénomination a changé, mais les professionnels utilisent toujours crise hystérique. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais comment est-ce qu'on reconnaît qu'une personne est en crise d'hystérie? Bon, disons que pour reconnaître qu'une personne fait une crise, je dirais que c'est très visible, hein. Et il y a les transes, il y a les courses-poursuites, il y a les cris. Et bon, les personnes les plus chaudes, souvent il y a l'évanouissement, voilà, les manifestations les plus tranquilles, souvent la personne dort. Et ça se manifeste souvent plus à l'école. Disons que c'est des crises qui se manifestent à l'école. Et les élèves, à un certain moment, commencent à entrer en crise sans raison fixe. D'autres peuvent commencer à crier, à taper ses camarades. D'autres, quand ça commence, la personne peut commencer à dormir ou s'évanouir. Voilà, c'est en cela qu'on peut reconnaître la crise hystérique. En tout cas, vous allez sentir un changement au cours d'une séance de cours. Qu'un élève commence à faire des courses-poursuites, à taper, à chanter. Voilà, c'est en cela qu'on peut reconnaître la crise hystérique. Mais est-ce qu'il y a une ressemblance avec l'épilepsie? Oui, en matière de manifestation, certaines manifestations des crises hystériques coïncident avec les manifestations de l'épilepsie. Mais l'épilepsie, c'est une maladie qui est diagnostiquée médicalement. Mais la crise hystérique, sur le plan médical, il n'y a pas de diagnostic. La personne est normale, on ne trouve pas de pathologie. Mais l'épilepsie est traitée médicalement. On sait que telle personne, tel élève est épileptique. Et souvent, les parents même signalent à l'administration que voilà, l'enfant manifeste cette pathologie-là. Voilà. Mais l'épilepsie, c'est les transes, les convulsions. Mais la crise hystérique varie. Elle peut être en transe, la personne peut commencer à courir ou s'évanouir. Mais l'épilepsie, les manifestations sont cadrées. D'accord. Parlant de crise hystérique, vous avez parlé tantôt des élèves. Oui. Est-ce à dire que c'est seulement les élèves? Voilà. Est-ce que les adultes aussi peuvent faire face à ces crises-là? Oui, les adultes peuvent faire face à ces crises-là. Il y a beaucoup de manifestations de crises hystériques que l'on rencontre, bon, souvent même dans les églises, pendant les séances de prière. Les personnes entrent en transe. Voilà. C'est des trucs qui arrivent souvent dans les maisons. Une personne peut se lever et commence à dire que je vois des trucs, commence à courir. Les personnes âgées manifestent ces crises hystériques, puisque bon, ça dépend de comment la crise commence à ton niveau, les causes et tout ce que tu vis peut entraîner une crise. C'est une personne adulte qui n'est même pas élève. D'accord. Et parlant de causes, quelles peuvent être les causes des crises? Bon, les causes sont très multifactorielles et je dirais que c'est spécifique à chaque personne. Souvent, nous pouvons dire que c'est des antécédents psychologiques nés dans les conflits familiaux, les dissociations des couples. Tout cela peut entraîner la crise hystérique chez un enfant.
Et souvent, il y a la pression scolaire qui est là. Voilà. Le fait de ne pas pouvoir vraiment bien bosser ou de ne pas bien faire ses devoirs peuvent amener les élèves à manifester les crises hystériques. La pression à l'école, les camarades, l'insertion à l'école, si cela n'est pas bien intégré, s'il y a des stigmatisations, des reproches, l'élève peut se mettre à manifester la crise hystérique. Donc les raisons dépendront réellement de qui fait la crise. On ne peut pas généraliser, dire que voici les causes, puisque le début même de la crise, il n'y a pas de cause. Souvent, vous pouvez rentrer en classe et un coup, sans que rien ne se passe, une personne commence à faire une crise. Et souvent, ça peut être aussi dû à un devoir qui est programmé, une malentendu, un cri brusque et la crise commence. Donc, bon, les causes sont tellement multifactorielles qu'on ne peut pas identifier des causes fixes pour dire que voici les causes d'une crise hystérique. Et ça dit que tout le monde peut faire ces crises-là? Oui, tout le monde peut faire les crises hystériques, mais ça dépend de la prédisposition, puisqu'il y a une prédisposition qui est là. Si, de par le passé, tu as subi voilà, des choses qui ont un peu des répercussions sur ta vie, sur ton cerveau, voilà, tu es exposé plus à une personne qui vit dans un environnement protégé, dans un environnement tellement bien. Ça veut dire que le milieu de vie, les événements dont nous vivons peuvent favoriser la crise, peuvent nous mettre en chose, peuvent nous exposer à manifester la crise hystérique. D'accord, toujours sur les causes, le stress, les émotions fortes ou bien les traumatismes, est-ce qu'ils peuvent les déclencher? Oui, c'est surtout ça. Le stress surtout lors des examens. Vous pouvez remarquer même que pendant mes entretiens, il y a eu un cas lors de l'examen national même. Toute une salle a pris une crise parce qu'il y avait le stress qui était là. J'ai aussi eu à m'entretenir avec une fille qui avait des traumatismes à l'enfance, qui manifeste les crises. Donc ce sont des facteurs qui prédisposent à la manifestation de la crise. D'accord, vous avez parlé tantôt des crises auxquelles vous avez fait face. J'ai oublié de préciser à nos téléspectateurs que votre thème de mémoire portait sur la question. D'accord, et que ressent une personne pendant ces crises-là? Bon, ce que la personne ressent souvent, c'est une dissociation. La personne peut se lever et ne plus se rappeler de ce qui s'est passé, ne plus se rappeler de ce qu'il a dit ou de ce qu'elle a dit. Et c'est un peu comme ça. On ne se rappelle pas. Et si on raconte, la personne ne sait pas que c'est lui qui a fait ces choses-là. Bon, c'est ça que la personne peut ressentir. Mais dès que la personne reprend conscience, le plus souvent, c'est la honte. Devant tes camarades, tu fais une scène. Après, tu te lèves, tu vois que bon, tout le monde est en train de te regarder. C'est la honte, la culpabilité, c'est surtout ça que la personne ressent. Et c'est après la crise. Pendant la crise, c'est un moment d'inconscience. La personne ne ressent rien. Il ne sait pas ce qui se passe. Mais après la crise, on sent qu'on a été humilié par une situation. Et là, la culpabilité naît. Est-ce qu'on peut affirmer que c'est une maladie? Disons que c'est une maladie. C'est un trouble qui dérange. Donc, on peut dire que c'est une maladie. Du fait que la personne peut manifester ça au cours de 2-3 ans. Voilà. Souvent, chez certaines personnes, ça peut disparaître aussi vite. Mais une personne peut manifester ça au cours de 2-3 ans. Si on ne cherche pas les causes, si on ne cherche pas à trouver l'élément dérangeur dans la vie de la personne pour essayer de corriger, la personne peut manifester ça 2 années scolaires, 3 années scolaires. Mais une personne peut manifester ça pendant une année scolaire et l'année scolaire suivante, la personne ne manifeste plus la crise. Donc c'est un peu comme ça. Ce sont des troubles peut-être transmissibles, bien héréditaires peut-être? Héréditaire, non. L'hystérie n'est pas héréditaire. Transmissible, on ne peut pas dire que c'est transmissible, mais il y a la contagion qui est là. Ça peut se contaminer aussi facilement. Disons même que la spécialité de l'hystérie, c'est ça. C'est une crise dès que une personne commence à faire la crise. Et du coup, si vous ne recadrez pas vite, vous pouvez vous retrouver avec 15 personnes, 5 personnes qui vont faire la crise le même jour. Si ça commence, en tout cas, les potentiels faiseurs de crise vont commencer à faire leur crise
C'est un truc qui se contamine comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un aspect surnaturel de la chose? Aspect surnaturel, en tout cas, on a exploré ça. C'est une représentation, c'est une manière de penser de la communauté. Disons que scientifiquement, on ne peut pas dire que c'est cela qui crée la crise, mais la communauté pense que c'est les génies, voilà, qui poursuivent les filles. Souvent, bon, dans les discours des filles, c'est ce qui ressort. On a vu un génie qui est là, qui cherche sa femme. Donc, du coup, les interprétations, la considération est allée vers ces choses-là. Et souvent, on va raconter une histoire de l'école, de la construction de l'école, en lien avec les génies. Voilà, pendant la construction, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait ça. Voici pourquoi les élèves font ça. Donc, cette chose, pensée, cette représentation-là est communautaire. Mais on ne peut pas dire que c'est cela qui crée la crise. Voilà. Sinon, il y a cette représentation communautaire sur la crise. Elle affecte même la crise. Et ce sont des éléments qui entretiennent la crise. Ça fait que quand tu fais la crise et qu'on dit que c'est un génie, bon, du coup, comment trouver la solution? Il faut aller vers les praticiens, il faut aller... Donc, on ne trouve pas les spécialistes pour trouver la solution. Et du coup, la personne peut rester dans ça pendant des années. D'accord. Une élève a témoigné sur un cas de crise hystérique dans leur établissement. Une fille de leur classe qui a piqué une crise et elle est tombée et elle est devenue comme une autre personne. Elle parlait comme si elle n'était plus elle-même. Oui. Et sa force avait tellement multiplié que même les garçons ne pouvaient pas la maîtriser. Oui. Et en même temps, une autre fille de la classe est tombée en crise aussi. Et on a fait sortir la première fille, la deuxième fille maintenant quand on voulait faire sortir pour aller sur le même lieu que la première. La première a dit à la deuxième de ne pas venir. Avec une voix, mais on dirait même plus que c'était elle. C'était comme si elles étaient devenues d'autres personnes. Bon, je comprends. C'est comme une possession. Oui, oui. Bon, disons que c'est un élément qu'on rencontre dans la crise. Mais disons que si une personne entre en transe naturellement, c'est parce que sa force a augmenté. Si une personne entre en transe, l'inconscience fait que il n'y a plus de danger. Comme on n'a plus peur de se blesser, on fait tout avec toute l'énergie du corps. C'est en ce moment que les gens disent que non, on remarque que la personne est devenue forte. Vous êtes conscient. Vous ne pouvez pas vous jeter à terre, vous rouer de coups. Mais lui, il est inconscient. C'est en ce moment, comme vous faites attention, vous vous sentez moins fort. Mais comme la personne est dans un état qui lui permet de s'exhiber, de faire tout ce qu'il veut, on se trouve que la personne est tellement forte, sa force a augmenté. Je dirais que scientifiquement, entrer en transe fait ressentir une pression. On sent que la personne est devenue forte. Sinon, ce n'est pas que la personne est devenue réellement plus forte qu'elle ne l'était. C'est un peu ce côté que je vais expliquer. Mais par rapport à ces choses-là, disons que les phénomènes, la compréhension des crises comme une possession des génies est une réalité. Et on ne peut pas dissocier carrément cette compréhension puisque nous sommes dans une communauté africaine qui croit en ces valeurs-là. Maintenant, pour faire une prise en charge, nous devons comprendre ces valeurs, aller vers ces personnes-là. Parlons de psychologie transculturelle pour aller dans leur compréhension de ce phénomène-là pour trouver la solution. Et ça, on va fouiller bien. Si on va essayer de s'entretenir avec ces personnes-là, ces deux cas dont vous avez fait part, on va rencontrer plus d'éléments qui révèlent les causes de ces manifestations-là plus que ce qu'on a recueilli comme information lors des manifestations. La voix, si je décide de parler comme une fille, je peux le faire. Hein. Ah bon? Oui, donc c'est ça. Donc si la personne commence à parler, il essaie de transformer sa voix, bon, on va dire que sûrement, elle est possédée maintenant par un génie garçon. Donc c'est un truc comme ça. D'accord. D'accord, mais est-ce qu'à long terme, ces crises-là peuvent affecter la vie sociale, familiale ou professionnelle? Disons que réellement, ça peut affecter, hein, puisque c'est une crise qui se manifeste pendant la période scolaire. Donc du coup, ça joue sur le rendement scolaire. Et si tu redoubles 2-3 fois à cause des crises, bon, disons qu'à l'avenir, c'est déjà un pas sur toi. Ça te crée un retard. Tu te jettes, tu te roules des coups, il y a des blessures.
Tu peux te blesser gravement. Tu peux te cogner la tête avec le mur de la classe et ça peut toucher ton cerveau. Et plusieurs années après, on va faire des échographies et diagnostiquer des maladies. Donc, c'est des crises, bon, les manifestations, tellement que c'est violent et chose. À l'avenir, à long terme, ça peut créer beaucoup de dommages au fait, pour la personne. Et quand une personne fait ces crises-là, bon, on est tourné vers la personne, on est tourné vers le côté une personne malade. Peu importe son rendement, on ne peut plus le culpabiliser. On ne peut plus lui mettre la pression de travailler à l'école. Ça permet à la personne de vivre dans un milieu vicieux. Il ne fait pas le mieux, il donne pas le meilleur de lui-même pour vraiment réussir à l'école, mais on ne peut pas l'accuser parce que bon, on dit que la personne est malade. Donc du coup, bon, ça joue sur l'avenir en tout cas. Est-ce que ça peut conduire à la folie? Non, conduire à la folie, c'est trop dit. Conduire à la folie, c'est trop dit. Et la folie n'existe pas en psychologie. Ah bon? Oui. En psychologie, il n'y a pas de fou. Les psychologues ne traitent pas de fous. Je vais préciser ça encore. Et ce qu'on peut dire, il y a des maladies, voilà, à caractère chose. Mais ce n'est pas de la folie chez nous. Il y a d'autres termes pour ça. Et comme je l'avais précisé, vous avez soutenu sur ce thème-là, un thème en rapport avec ça. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant ces moments de crise-là auxquels vous avez assisté? Ce qui m'a le plus marqué pendant les crises que j'ai assistées, c'est surtout la gestion. Je me retrouve dans un établissement. Il y a une crise, puisque je suis passé premièrement à me présenter avec les autorisations de la direction de l'enseignement des choses secondaires. Quand la crise est venue dans la semaine, ils m'ont appelé. Je suis arrivé. Je fais face à un personnel qui ne sait pas comment faire. Et le directeur le dit. Nous ne savons pas ce que nous devons faire. Il n'y a pas de formation. Nous n'avons pas d'informations sur la crise. Nous ne savons pas ce que nous devons faire. Nous faisons du tout. D'autres essaient de maîtriser les élèves. Certains parents, professeurs commencent à prier. Certains amènent des potions. Et tout ce qui vient, on accepte. Et même à l'école, ça a été rapporté, le directeur m'a dit, quand ça devient très grave même, les autochtones, et ils s'approchent des autochtones pour comprendre. Et souvent, ils réclament des sacrifices. Et lui, il voit avec les parents d'élèves et il règle ces choses-là. Donc du coup, ils sont dans une situation où il n'y a pas de compréhension. Ils n'ont pas la solution, mais ils doivent apporter la solution. C'est ce qui m'a le plus vraiment touché pendant ma rédaction, pendant surtout l'expérience sur le terrain. D'accord. Au regard de tout ce que vous avez dit, il semble qu'il y ait, on peut dire, un manque d'information, de connaissances sur le sujet. Mais quelles sont les idées fausses les plus répandues que vous avez entendues sur ces crises-là, que vous souhaiteriez peut-être éclairer? Oui, les idées fausses sur ces crises, bon, je ne vais pas dire que c'est des idées fausses, puisque eux aussi se sont basés sur quelque chose pour émettre ces idées. Mais les idées les plus choses, c'est le fait de considérer que ça n'arrive qu'aux filles. Et surtout de considérer que ces personnes mentent. Certaines personnes ne considèrent pas que c'est une crise. C'est juste un jeu. La personne se lève et il commence à courir. Bon, c'est surtout ces idées qui sont tellement dérangeantes. Quand une personne est en crise, la personne ne le fait pas exprès. La personne ne le fait pas exprès. Mais il y a de ces considérations-là qui font qu'après même, l'élève n'est pas intégré comme il faut parmi ses camarades. Puisqu'on trouve que bon, tu n'es pas sérieux. Pourtant, ça ne dépend pas de toi. Voilà. Souvent aussi, la crise peut toucher les hommes. Donc, ça arrive très rarement. Oui, très rarement. Je n'ai pas remarqué le cas aussi quand je suis parti, puisque ce n'est pas aussi duré là-bas. Mais est-ce qu'il n'y a pas de raison pour cela? Pour que ce soit seulement les filles qui font ces crises-là, la majorité, la plupart du temps? Oui, bon, il y a des raisons à cela, mais c'est d'abord même la construction sociale
des deux sexes. Je dirais, l'homme, on le dit toujours qu'il y a des choses qu'il ne doit pas faire. Quand tu es un garçon, c'est pas permis. On ne t'autorise même pas d'être faible, au fait. Pourtant, ces crises-là, c'est la pression. C'est quand le cerveau n'arrive pas à contenir que le corps exprime autrement. On a une plainte qu'on n'arrive pas à dire. On ne peut pas parler. On ne peut pas dire que, bon, moi, je ne veux pas composer les devoirs, les programmes, ça me dérange. Donc, le corps va exprimer ça autrement. Mais le garçon, je dirais qu'il y a une résilience qui est là, qui permet aux hommes, en tout cas aux garçons, de pouvoir mieux résister à la pression qu'aux filles. C'est un peu cela. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on est en face d'une personne qui fait une crise? Bon, au cours de mes recherches, ce que j'ai pu élaborer comme solution, c'est d'abord d'isoler la personne et de tenter de maîtriser la personne pour que la personne ne se blesse pas ou pour que la personne ne blesse pas quelqu'un d'autre. Ça, c'est la première des choses. Trouver un coin arriéré pour qu'il y ait assez d'espace et assez d'air pour la personne. Et éviter de s'attrouper autour de la personne. Là, vous pouvez l'isoler et une seule personne peut rester avec la personne, mais le groupe peut s'éloigner et laisser la personne, les deux là-bas, pendant un bon moment. À un certain moment, il va se lever. Voilà, quand tout va se passer, il va se lever. Voilà. Aussi, si possible, contacter les personnes d'urgence comme le psychologue, les médecins, voilà, pour essayer de comprendre s'il y a autre chose liée à ça. Il y a les prises en charge psychologiques que bon, toute personne ne peut pas faire. Donc, après avoir réussi à contrôler la personne, à l'isoler, vous pouvez maintenant entrer en contact avec les spécialistes pour qu'ils essaient de voir ce qu'il faut faire. D'accord. Est-ce qu'on peut guérir des crises hystériques? Oui, on peut guérir. Totalement. Totalement. Beaucoup d'élèves ont manifesté ces crises-là pendant 2-3 ans, mais après, ils n'ont plus eu de manifestation. On peut guérir totalement. C'est-à-dire que quand on s'extirpe du milieu qui nous favorisait de faire ces crises-là, on ne fait plus ces crises, au fait. Il y a beaucoup de dames qui le faisaient quand ils étaient jeunes, quand ils étaient enfants, mais ils ne le font plus. Il y a des situations, si ces situations sont écartées, les crises ne viennent plus, puisque c'est pas une maladie génitale, c'est pas une maladie liée au sang ou à quelque chose. Donc c'est une construction du cerveau. Et à un certain moment, le cerveau n'arrive plus à contenir et ça fait un boom. Donc si à un certain moment, la vie s'apaise, on devient mature, on arrive à vraiment comprendre la vie, à gérer, la crise disparaît. D'accord. Et avant de clôturer l'émission, quelle solution est-ce que la psychologie propose pour accompagner les personnes atteintes de crise d'hystérie? Bon, sur le plan psychologique, il y a des solutions qui ont été mises en œuvre pour accompagner les personnes atteintes de crise hystérique, comme les prises en charge, les soutiens émotionnels que le psychologue peut essayer de faire pour essayer de comprendre et d'alléger la souffrance psychique de la personne. Mais je dirais que le traitement de la crise est holistique, c'est global. C'est dans une approche intégrative qu'on peut vraiment résoudre la crise. Donc, il ne faut pas mettre le psychologue à la barre pour lui dire de traiter une personne qui a une crise hystérique. Il faut le psychologue, le psychiatre, le médecin et même la communauté. C'est un ensemble de personnes qu'il faut organiser pour la gestion de la crise. C'est en cela qu'on peut pallier à la crise. Sinon, le psychologue, il va traiter le côté psychologique, mais il y a bien d'autres côtés que le psychologue et le psychiatre et même les autochtones peuvent apporter pour résoudre le problème. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kwama. Merci. Merci pour votre disponibilité. C'est un plaisir. Et encore félicitations pour votre brillante réussite à vous soutenir sur le sujet. Merci.
Quand une personne non semble ne plus être elle-même, c'est une détresse qu'il faut chercher à comprendre. Ces crises nous rappellent que la souffrance humaine ne prend pas toujours une forme calme. Souvent, elle déborde, mais elle appelle toujours à plus d'écoute et de compréhension. Merci à notre invité pour sa disponibilité et merci à vous pour votre fidélité et votre attention. À très bientôt pour une nouvelle question d'existence. Fadi Mawab TV, les racines de l'actu.